Bonjour à tous. Avec cette dernière, nous voici arrivés, en cette fin juin, au terme des émissions de ce premier semestre. Pour rappel, ces deux dernières diffusions étaient consacrées à Adolphe Crémieux, auteur du décret Crémieux dont nous avons tous entendu parler, sans toutefois pouvoir préciser sa date de parution ni déterminer son contenu réel et sa portée. Il y a 2 semaines, nous avons essayé de comprendre l'influence de la franc-maçonnerie sur le sens qu'il a donné à sa vie. La semaine dernière, avec Guy Lévy, nous avons retracé la vie de l'avocat, de l'homme politique, juif français, qui a traversé tout le 19e siècle et qui n'a cessé de s'engager dans des combats juridiques et politiques au nom de valeurs qu'il portait en lui, l'humanisme et le judaïsme. Cette semaine, c'est précisément du décret Crémieux lui-même que Guy Lévy va nous entretenir. Ce fameux décret qui a tant agité les esprits au lendemain de sa promulgation, par de vives réactions antisémites, des manifestations, des agitations. Néanmoins, ce décret aura marqué la vie politique et sociale, non seulement en Algérie, mais aussi en métropole, à partir de la fin du 19e siècle, et ceci jusqu'à nos jours. Guy Lévy, bonjour. Bonjour Alexandre. Je viens de rappeler les épisodes précédents. Alors justement, Guy, replacez-nous dans le contexte historique de la conquête de l'Algérie de 1830. Et puis je vous pose en même temps ces questions. Qui est-ce qui dirige la France à ce moment-là ? Quelles sont les autorités qui administrent l'Algérie ? Pourquoi l'armée française a débarqué à Sidi Ferruch le 14 juin 1830 ? Bien, pour aller très vite, je dirais que d'abord en juin 1830, au moment de l'expédition qui est mise en œuvre par l'armée française, la France est dirigée par le roi Charles X en juin 1830. Mais dès la fin juillet 1830, à la suite des Trois Glorieuses dont on reparlera, Charles X est remplacé par Louis-Philippe Ier, ce qui posera d'ailleurs quelques problèmes de direction de l'armée française. Quant au territoire de l'Algérie, que l'on appelle alors le Maghreb central, parce que c'est les Français qui ont appelé ce territoire l'Algérie, mais auparavant c'était le Maghreb central. Il est administré par un représentant de l'Empire ottoman qui porte le titre de Dey à Alger. Il faut noter que 3 ans auparavant, c'est-à-dire en avril 1827, il s'était produit un incident diplomatique, le fameux coup d'éventail que le Dey d'Alger, Hussein Pacha, avait donné au consul de France, Pierre Deval, pour marquer son impatience et son mécontentement à l'absence de réponse de la France quant au remboursement de la dette qu'elle devait en raison d'une livraison de blé qui avait été faite par l'Algérie aux armées napoléoniennes. Et d'ailleurs, on peut dire également dans cette émission que cette opération avait été effectuée par 2 intermédiaires juifs d'Algérie, qui étaient Bakri et Busnak. C'est cet incident qui fut le prétexte officiel de l'intervention française, venger un affront. Et ceci se traduisit par l'expédition sous l'autorité du général de Bourmont en juillet 1830, qui débarque à Sidi Ferruch, qui est à l'ouest d'Alger. Pour aller très vite également dans les événements de cette période-là, le 14 juin, l'émir Abdelkader, qui jouit d'un charisme considérable auprès des populations musulmanes, organise la résistance contre la France. Et cette résistance ne s'achève qu'au moment de sa reddition auprès du duc d'Aumale, le 23 décembre 1847. Après, malgré tout, demeurent des foyers de résistance, notamment dans les milieux berbères, farouchement indépendants, de Kabylie ou des Aurès, comme on le verra particulièrement en 1871 avec la révolte de Mokrani. Alors Guy, les buts de la France, les visées de la France en conquérant l'Algérie, c'était quoi ? On dit que la France n'avait pas de visée très précise, à part donner une leçon au dé. Mais on pense qu'il y avait certainement des arrière-français. Nous sommes au 19e siècle. La France devient une puissance qui compte, avec une forte armée, aguerrie par des années de combat sous Napoléon Bonaparte. Il y a une compétition entre puissances européennes pour conquérir de nouveaux espaces et leurs richesses. Et les Turcs
ne sont pas trop aimés. Ils ont laissé un mauvais souvenir à la suite des conquêtes en Europe. D'ailleurs, tout comme les corsaires basés à Alger qui ont écumé durant des décennies les eaux de la Méditerranée. Tout ceci constitue de bonnes raisons qui incitent la France à prendre prétexte du coup d'éventail, mais il semble qu'il n'y avait pas de plan de conquête du pays vraiment préparé, car après la victoire rapide sur Alger, l'armée ne savait pas très bien quelle suite donner à cette victoire, d'autant que le roi Louis-Philippe Ier succédait à Charles X et qu'il avait en principe d'autres soucis. Alors les 27, 28 et 29 juillet 1830, vous l'avez dit tout à l'heure, ce seront les Trois Glorieuses. La Révolution de juillet, elle portera sur le trône un nouveau roi, Louis-Philippe Ier. Juste un tout petit commentaire à propos de Louis-Philippe Ier. Philippe Ier il se retrouve à la tête d'un nouveau régime, la monarchie de juillet, qui succède à la seconde restauration. Et cette révolution qui s'est déroulée pendant 3 journées que l'on a appelées les Trois Glorieuses, 26, 27, 28 juillet 1830, fait suite finalement à un débarquement, je puis dire, de Charles X, qui voulait supprimer le droit de presse en France. Et ce changement de régime provoque naturellement un certain trouble au niveau du commandement qui attend des directives. Alors, pour replacer quand même les choses dans le contexte, commencé le 30 mai 1806 par la constitution d'une assemblée de notables en vue d'organiser la communauté israélite, le 17 mars 1808, Napoléon Ier, au sommet de sa puissance, prit l'initiative d'organiser et contrôler le culte israélite en créant le consistoire de France. Et puis on passe en 1830. Nous sommes à présent donc en 1830, l'armée française a débarqué en Algérie, elle y trouve une population d'autochtones, de musulmans majorité et bien sûr une vieille communauté juive. Guy, comment était ressenti justement par les juifs ce statut islamique de dhimmi ? Puis attendez, j'ai d'autres questions. Les rites israélites pratiqués en Algérie, est-ce qu'ils étaient semblables aux rites européens ? Et comment la communauté était-elle organisée ? Oui. Bon alors, en allant très vite, d'abord il faut rappeler que cette communauté juive qui existait en Algérie en 1830, elle est une communauté extrêmement ancienne, elle a plus de 3000 ans d'existence. Les premiers juifs sont arrivés, semble-t-il, avec les Phéniciens au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu les différentes diasporas de la première de 586 et la deuxième du 1er siècle de notre ère. Des Juifs sont arrivés en Afrique du Nord et sur le territoire de l'Algérie, mais il y a eu également des Juifs qui sont arrivés avec les différents conquérants qui ont été les Romains, les Vandales, les Arabes, les Turcs, sans compter une vague importante de Juifs qui sont arrivés d'Espagne en 1492 et des conversions berbères également qui se sont certainement produites, en tout cas dont on parle, même si on n'a pas d'éléments très précis à ce sujet. Au moment de l'arrivée de la France en Algérie, les Juifs représentent environ 1% de la population, soit 15 à 20 000 âmes pour 2 millions de musulmans. Les Juifs étaient implantés pour l'essentiel dans 4 grandes villes, Alger, Oran, Constantine, Tlemcen, mais on en trouvait également dans de nombreux petits villages de l'intérieur, ainsi que dans les oasis du Mzab, du Touat également. On rencontrait également des tribus de Juifs semi-nomades qu'on appelait les Barkoutsim. Les Juifs étaient alors régis par le statut de dhimmi, statut réservé dans l'espace musulman aux gens du livre, c'est-à-dire essentiellement les chrétiens et les Juifs. Ce statut était un statut de soumission, qui obligeait à payer un impôt spécifique, la jizya, mais était censé en contrepartie, notamment, procurer aux dhimmis la protection de la puissance publique, pour autant aussi que ces dhimmis respectent la domination de l'islam. Alors, ça c'est le principe général de la dhimmitude et du statut qui date de Omar, du calife Omar, semble-t-il, au 7e siècle. Selon les époques, le statut s'est enrichi de différentes variantes. Il a été ainsi imposé aux Juifs de se vêtir de façon particulière. On leur interdisait les vêtements de couleur verte, la couleur du prophète, de couleur rouge, la couleur de l'étendard turc. On interdisait la chéchia, le turban blanc, le burnous blanc.
On leur laissait que l'usage des vêtements sombres aux manches démesurées. Ils ne pouvaient être chaussés que de savates, mais elles devaient être plus courtes que le pied afin que le talon puisse être en entier continuellement sur le pavé, etc., etc. Les Juifs ne pouvaient pas porter d'armes ni sortir la nuit avec un falot allumé. Ils n'avaient pas le droit de monter sur un cheval, mais seulement un âne ou un mulet. Et puis, ainsi, il existait d'autres interdits et de mesures vexatoires destinés à humilier le Juif et à rendre sa vie difficile. En fait, ils ont été... Guy, oui. Juste comme ça, une petite aparté. Quel était le degré d'instruction justement des Juifs en Algérie à cette époque ? Je vais en revenir dans quelques minutes parce que ce niveau était assez bas, la situation était assez précaire. Je voudrais juste terminer en tout cas sur un témoignage que nous avons à peu près de l'époque, c'est-à-dire en 1815, le consul des États-Unis à Alger, qui s'appelle William Schaller, il écrivait « Les Juifs ont à souffrir d'une affreuse oppression ». En 1815, ils n'ont pas le droit de porter une arme quelconque, pas même une canne. Quand il y a des travaux pénibles à exécuter, c'est sur les Juifs qu'ils retombent. Plusieurs fois, quand les janissaires se sont révoltés, les Juifs ont été pillés indistinctement. Et ils sont toujours tourmentés par la crainte de voir se renouveler des scènes. Je crois qu'aujourd'hui, dit le consul des États-Unis, les Juifs d'Alger sont peut-être les restes les plus malheureux d'Israël. Et alors, pour répondre plus précisément aux questions là, que tu évoquais là, il y a quelques minutes, concernant la situation sociale des Juifs, on peut dire que le plus grand nombre des Juifs vivaient dans une situation extrêmement précaire et qu'il y avait peut-être 5% d'entre eux qui jouissaient d'un statut plus privilégié, comme des grands commerçants, des financiers ou des conseillers des responsables politiques, c'est-à-dire du D ou du B de l'endroit en question. Concernant la religion et la pratique religieuse, ils pratiquaient un judaïsme conforme à la tradition et à la loi juive. Ce judaïsme a été particulièrement hérité des immigrants séfarades venus d'Espagne et du Portugal et qui possédaient un haut niveau de culture au moment de leur arrivée. De plus, il y a eu en permanence des émissaires de Terre Sainte qui venaient des yeshivas de Terre Sainte, qui traversaient régulièrement l'Afrique du Nord et même y séjournaient un certain nombre d'années. Et ils assuraient une transmission régulière du savoir religieux. Cependant, du point de vue de la pratique quotidienne du judaïsme en Algérie, en Afrique du Nord, et je dirais même dans tous les pays où il y avait un niveau social relativement bas, il y avait beaucoup de superstitions que les Juifs partageaient d'ailleurs avec leurs voisins berbères, comme la pratique du culte des saints. En 1830, du point de vue de l'organisation, les communautés juives étaient autonomes, organisées ce qu'on appelait en nations, dirigées par un chef qui disposait des pouvoirs les plus étendus pour veiller avec le tribunal rabbinique à l'ordre et au respect des lois de la communauté. Une des grandes responsabilités qui incombait finalement au chef de cette nation, qui rendait compte au D ou au B, c'était de recueillir les subsides financiers qui étaient réclamés de la communauté juive et également d'organiser les actions de solidarité entre juifs parce qu'il y avait énormément de malheurs. Pour le reste, les communautés s'organisaient comme elles l'entendaient, mais en cas de conflit avec des musulmans, c'est la loi islamique qui s'appliquait avec un privilège d'office pour le musulman. Alors, le 9 novembre 1845, le roi Louis-Philippe Bonaparte signait une ordonnance créant des consistoires dans chaque grande ville d'Algérie. Alger, Oran et Constantine. Quels étaient, Guy, les rapports entre le consistoire de France et les Juifs d'Algérie, alors, à ce moment-là ? Il faut savoir que, dès le début de la colonisation, les Juifs ont accueilli les soldats français comme des libérateurs. Bien entendu, compte tenu du statut de l'ennemi qu'ils avaient. Et de même, les soldats et l'armée française a été très contente de trouver chez les Juifs des gens qui leur apportaient une connaissance du pays et qui ont notamment joué le rôle d'interprètes arabes.
Et le pouvoir politique et militaire va mettre en œuvre au profit des Juifs un ensemble de mesures qui vont transformer progressivement leur statut. Le pouvoir politique est bien entendu soutenu et poussé par les communautés juives de métropole. Parmi les premières mesures qui sont prises dès le début, c'est de mettre les indigènes sur un plan d'égalité. C'est-à-dire que juifs et musulmans sont qualifiés d'indigènes et ont les mêmes droits. Ils ne sont plus sous la coupe, les juifs ne sont plus sous la coupe des musulmans. C'était déjà quelque chose de considérable. Ensuite, on a demandé aux juifs et aux musulmans d'avoir un représentant au conseil municipal, où ils pouvaient donc exprimer les desiderata et les particularités de leur communauté. Concernant la communauté juive de France, qui bien entendu s'est préoccupée très, très rapidement, et eux-mêmes avaient été acquis la citoyenneté française à partir de 1790, elle a insisté auprès des autorités, d'une part, pour qu'il y ait des tribunaux français qui soient responsables des affaires juives et des affaires musulmanes notamment. Et d'autre part, elle a envoyé, pour se faire une juste opinion de la situation, 2 représentants du consistoire de Marseille et d'Aix-en-Provence, qui étaient Isaac Altaras et Joseph Cohen, et qui sont venus en Algérie, qui ont rencontré presque toutes les communautés, ont discuté avec elles et ont rendu un rapport à la fois au consistoire et aux autorités françaises, au terme duquel ils disaient, finalement en utilisant un terme que l'abbé Grégoire avait déjà utilisé, ces communautés peuvent être régénérées. Et particulièrement, les enfants peuvent être éduqués s'ils vont à l'école, etc. Et ils peuvent évoluer. Et c'est ce point de vue optimiste, finalement, qui a été retenu par les uns et par les autres pour finalement accompagner le développement du statut des Juifs d'Algérie. Alors Guy, juste une autre aparté. Le 23 décembre 1847, avec la reddition formelle de l'émir Abdelkader au duc d'Aumale, s'achèvera donc la conquête de l'Algérie. Est-ce qu'il y avait un statut envisagé pour ce territoire ? Mais au départ, l'Algérie a été administrée comme un territoire militaire, avec une autorité militaire, et l'ambition qui s'est affirmée progressivement, c'était d'en faire un territoire français avec des départements. Et c'est venu que progressivement, on en parlera tout à l'heure, justement, dans le cas des décrets qu'a pris Crémieux, lorsqu'il a suspendu le gouvernement militaire et qu'il a remplacé par une autorité civile, un gouvernement civil qui a et l'installation de 3 départements en Algérie.